Salut à tous! Allez, voilà, le moment est arrivé. On m'a réclamé millions de demandes pour que je fasse un top 10 de tous les temps de mes jeux préférés. Et donc du coup, je vous ai préparé un top 10 avec 20 titres. Pourquoi 20 titres? Parce que top 10, quand j'ai commencé à le faire, c'était compliqué. J'ai rajouté des titres au départ, hein, un peu pêle-mêle comme ça. Puis d'un coup, j'ai commencé à faire un classement, et puis ça a commencé à bouger. Et je me suis dit qu'il y avait 10, c'était beaucoup trop restrictif. Donc je vous fais mon top 10 en 20 titres, enfin une vingtaine de titres, on va dire. Alors pourquoi ça? Parce qu'il y a beaucoup de jeux que j'aime beaucoup, que vous ne trouverez peut-être même pas dans mon top 10. Des jeux auxquels j'ai pas assez joué, donc ils seront pas dans le top 10, mais j'ai précisé lesquels. Ils pourraient potentiellement dans l'année prochaine, ou quand j'aurai beaucoup plus joué à ces jeux-là, passer dans mon top 10 ou dans mon top 20. Et puis il y a des jeux, ça fait un moment que j'y ai pas joué, mais ils ont toujours une place particulière dans ma ludothèque et dans mon esprit de joueur. Donc voilà, j'avais envie de les mettre dans cette liste. Le classement dans cette liste n'est pas un classement rédhibitoire, c'est pas le top 50, il n'y a pas de nombre de ventes, il n'y a pas de préférence potentielle. Alors je l'ai quand même essayé de faire un petit classement. Mais c'est par exemple, entre 2 ou 3 places d'écart, il n'y a pas vraiment de signification, d'accord? Ce qui va être important éventuellement, ça va être les 10 premiers, les 20 d'après, par rapport à leur ordre d'importance dans ce que j'aime jouer. Mais grosso modo, vous pouvez vous dire que cette vingtaine de titres, c'est vraiment des jeux que j'aime bien. Quand j'y pense, j'ai forcément envie d'y jouer. Quand j'ouvre leur boîte, j'ai envie d'y jouer. Même si je vais faire une partie comme ça, et puis m'arrêter là, mais voilà, ça fait partie des 20 jeux majeurs pour moi depuis que j'ai recommencé à faire des jeux de plateau. Donc vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Et c'est parti! À la position 21, je vous ai dit qu'il y aurait des surprises. La série des Warfighter. Donc là, je vais vous mettre en position 21, dernier de ma liste, mais c'est pas significatif. Je voulais mettre la série Warfighter. Voilà, ici. Vous voyez ce petit coffret en bas avec plein de cartes. C'est un jeu de cartes en fait. Hein. Ça contient beaucoup de cartes, ça contient des dés aussi, il me semble, des pions et ainsi de suite. Et ce petit lot là, en fait, ça vous fait vivre en fait des excursions de pelotons de soldats qui vont faire des missions. Donc le thème guerre mondiale n'est pas celui qui met le plus cher, mais dans Warfighter, dans le moderne en tout cas, vous avez possibilité d'aller combattre des narcotrafiquants, donc ce qui me plaît un peu plus que la Seconde Guerre mondiale. Et le jeu vraiment est composé de 2 phases, celle de préparation, et qui est très importante en fait, la préparation de votre escouade, choisir les hommes, choisir l'équipement, et en plus derrière ça, quand on fait la mission, donc on a un objectif, des objectifs secondaires, et on va devoir parcourir un certain nombre de lieux dans lesquels on peut potentiellement rencontrer des ennemis, des hostiles, et il faut arriver jusqu'à l'objectif final et mettre fin à l'objectif final. Donc il y a tout un système de combat. Le truc très intéressant, c'est que quand j'ai joué à ce jeu-là, la première fois, je me dis, mais c'est un super système pour un dungeon crawler, en fait. Parce qu'on a vraiment cette façon d'avancer, de rentrer, de découvrir des salles, de devoir répondre à une problématique, et progresser. On peut aussi éclater son équipe, et ainsi de suite, ce qui est plutôt rare dans les dungeon crawlers. Et donc je trouvais ça vraiment sympa. Et cette année, on croise les doigts, enfin 2022, on va récupérer la version fantasy de Warfighter. Ils ont fait un thème fantasy. Donc c'était un peu un rêve pour moi de me dire, ils vont concrétiser ce que je pensais de ce jeu-là, c'est-à-dire utiliser leur système pour faire de l'exploration de donjons. Mon petit bémol, c'est qu'ils ont fait en sorte qu'il soit compatible avec la gamme. Donc j'espère que le thème fantastique ne sera pas trop dilué et trop comment on va dire, trop standardisé par rapport à Warfighter. J'espère qu'ils auront quand même mis un élément fantasy assez important. Mais en tout cas, beaucoup de promesses. Et le jeu lui-même, Warfighter, est vraiment très sympathique. On peut y passer du temps en plus. Bon, forcément, si on aime les armes à feu et la guerre, c'est un plus. Mais vous avez aussi une version auquel j'ai pas joué encore, c'est que vous avez une version merc, donc vous pouvez jouer des mercenaires, gérer une agence de mercenaires, faire des missions, gagner de l'argent, vous équiper, et ainsi de suite. C'est assez sympa. Il y a aussi Shadow War qui est au-dessus, là, ici, qui est plus de la mission d'infiltration, et donc qui est fortement sympathique, même si j'ai pas encore joué à cette version-là.
Donc ça c'était mon 21, vous voyez, c'était la fin de la liste. On commence par du lourd donc. Ensuite, en 20e position, je vous ai mis 2 jeux qui ont comme cœur de système, le système pandémique. Donc le système pandémique qui est pandémie, où on a cette explosion du virus, c'est assez thématique en ce moment, où quand ça va être trop chargé, ça va se répandre sur les territoires adjacents finalement. Et puis chaque personne, chaque joueur, bon, c'est un jeu coopératif, chaque joueur possède un spécialiste avec une capacité bien spéciale en plus des capacités standards. Donc c'est l'utilisation de ces capacités standards, la réduction de cette éclosion, de cette expansion du virus qui est au cœur du jeu. Donc les 2 jeux que je vais citer utilisent ce système-là. Il y a le tout premier qui me vient, qui est là, qui est ici, que j'ai du mal à récupérer, mais qui vient de ressortir en VF, et ça c'est plutôt cool, c'est la chute de Rome. Donc ça utilise ce système-là dans le contexte historique de la chute de Rome, mais je le trouve super bien fait. Et comme tous les jeux pandémie, c'est un Pandemic System, hein, c'est devenu un label. Le thème est bien foutu, on a une petite variante par rapport à ce qu'on avait avant. Bref, dans les systèmes classiques pandémiques, c'est un de mes préférés. Et c'est pour ça que j'ai attendu pour le revoir en français. J'ai failli l'acheter en VO à prix d'or parce qu'il était plus disponible. Il y en a pas mal qui se sont fait du pognon sur Ocasio avec. Et puis la sortie, 45 € chez Philibert en VF. Faut en profiter avant qu'il n'y en ait plus. Donc, la chute de Rome. Et dans le même esprit de système pandémie, vous avez mon chouchou, mon vieux chouchou, on va dire. Defender of the Realm. Alors, Defender of the Realm, c'est très simple. Vous reprenez le système pandémie, sauf que c'est plus un virus, mais des troupes. Sauf que vous allez combattre des seigneurs dragons et les empêcher d'envahir votre ville centrale. Donc on reprend vraiment la mécanique et on lui ajoute un thème fantasy. Alors c'est pas le plus beau jeu du monde, la carte est ignoble, mais elle est lisible, hein, elle est moche mais lisible. Il me semble même qu'il y avait un truc pour avoir une nouvelle carte. Je crois qu'il me demande si j'ai pas eu des précommandes là-dessus. Mais ah oui, non, il y a eu quelque chose pour faire des nouvelles cartes, mais qui était aussi moche. Moi, je trouvais que c'était aussi moche. Et après, il y a eu pas mal d'extensions qui sont sorties, donc vous avez des troupes qui sont différentes, vous avez des figurines aussi pour les différentes troupes. Vous avez des squelettes, vous avez des orques, il y a des dragonkin, il y a plein de choses comme ça. Vous avez des généraux d'armée qui peuvent être différents, vous avez différents objectifs. Bref, c'est un jeu qui utilise ce système de pandémie, que j'aime beaucoup, et qui le transpose dans un univers médiéval fantastique, et c'est très très chouette. En 19e position, un jeu que peu de vous connaissent, enfin, plutôt vous connaissez tous ce jeu, sauf que vous l'appelez pas comme ça, alors qu'en fait le système derrière c'est un peu la même chose. Alors, vous connaissez sûrement pas Apocrypha, enfin peut-être que certains le connaissent, Apocrypha, mais par contre vous connaissez Pathfinder, le jeu de cartes, ou le jeu d'aventure, qui est un jeu de cartes dans lequel vous avez différents decks, et vous allez faire de l'excursion dans les decks, devoir faire tester vos compétences, résoudre des combats, et ainsi de suite. Apocrypha, en fait, ça reprend ce système-là. Il me semble que pour la petite histoire, je crois qu'Apocrypha est sorti avant Pathfinder, du moins le système, mais qu'il était jugé trop complexe et qu'il a été allégé pour créer Pathfinder. Dans Apocrypha, vous gérez on va dire des combattants du mal, et vous allez créer presque un dossier ou un ensemble de cartes de compétences tout au long de la campagne ou des aventures que vous allez vivre. Et le jeu est vraiment super thématique, mais enfin, il penche plutôt dans l'horreur, dans le glauque. Et alors quand c'est en anglais, ça édulcore un petit peu, je trouve. Quand c'est pas un langage natif, ça édulcore un petit peu. Mais voilà, mais il est vraiment dans ce thème noir. Et qui est assez bien transcrit, un peu comme il y avait dans The Shared Dreams, où vous allez vous retrouver avec des cartes qui sont thématisées par rapport à des scénarios, et donc vous allez avoir vraiment des types artistiques assez différents, parfois d'un scénario à l'autre, ou en fonction de ce que vous allez garder comme compétences. C'est un jeu que j'ai pas joué beaucoup, par contre j'ai réussi à trouver une vidéo sur le net qui explique très bien les règles. J'avais déjà donné en lien sur un de mes posts, et c'est un jeu qui vous vaut vraiment le coup d'être découvert. Il y a 2 extensions avec beaucoup plus de choses, d'informations, et c'est un jeu qui, moi, m'a paru
beaucoup plus sympathique que Pathfinder. Le truc, c'est qu'il n'existe pas en VF, et qu'il est quand même pas simple à aborder. C'est-à-dire que c'est vraiment important de voir une vidéo, la vidéo dont je parlais, qui vraiment vous fait voir la mécanique, vous fait comprendre la mécanique, ce qui fait qu'une fois que vous lisez le livre de règles, c'est super clair. Ça reste que c'est pas un jeu simple, je sais que si je m'y remets, il faudra que j'y passe du temps, donc je sais que quand j'aurai un creux, vraiment, de jeu, ou quand vraiment j'aurai une envie de deck building, parce que c'est comme ça reste une sorte de deck building que vous avez, eh bien je sais qu'il faudra que je passe un petit peu plus de temps, pour approfondir ma connaissance du jeu et le jeu en tant que tel. Mais c'est quand même un jeu que je garde parce qu'il a quelque chose de magique à l'intérieur. Et c'est pas que le thème, en fait. Hein. Donc ça, c'était Apocrypha, je l'ai mis en 19e position. En 18e position, un jeu... on passe carrément d'un jeu un peu complexe et obscur à un jeu super connu et super simple. C'est Marvel United, donc là ici c'est une boîte de stretch goal. Donc Marvel United, je l'ai mis dans ce top parce que c'est quand même un jeu qui est super chouette, de par sa simplicité d'accès, de par son matériel, surtout au niveau des figurines évidemment. Et rien que d'ouvrir cette boîte et de vous faire voir ça, les petites miniatures comme ça, et ben ça vous donne envie de jouer avec toutes les petites figurines peintes. Donc là, elles ne sont pas toutes peintes, mais il y en a une bonne partie. Et puis, ils ont combiné en note, a réussi à faire un système qui, avec quelques variations, permet de changer le jeu, les règles un petit peu, ou du moins les parties du jeu, le rendant plus intéressant ou plus basique, ça dépend de ce qu'on cherche. Même la version X-Men qu'on a reçue, et dont la deuxième partie doit arriver bientôt, augmente un petit peu la difficulté, en tweakant un peu certaines actions des ennemis. Et c'est vraiment un jeu super cool parce qu'il est rapide à mettre en place, il se joue facilement avec des enfants même si vous avez une VO. Bref, c'est un jeu... et en plus, dans l'univers Marvel, que j'adore, enfin j'aime l'univers Marvel, j'aime bien aussi l'univers DC, hein, mais je connais plus le Marvel. Et voilà, moi je trouve que c'est un bon jeu... même s'il est simple en termes de règles, même s'il n'est pas super profond, mais je trouve qu'il est vraiment agréable à faire et ça vous donne voilà, ça fait ressortir le fun de Marvel en fait, d'accord? Ça vous fait pas ressentir comme un super-héros, je pense pas. Je l'avais dit dans ma petite review que c'était pas le truc le plus thématique au niveau des pouvoirs, au niveau de l'utilisation, mais ça vous donne le fun et le visuel des héros Marvel et moi je trouve que c'est relativement important. Donc voilà, ça c'était Marvel United en 18. En 17, une grosse boîte. En 17, qu'est-ce que j'ai mis? Je vous ai mis Mech versus Minion. Donc c'est les créateurs de League of Legends qui ont fait ce jeu-là. Et qui, quand ils font des créations, quand même, se touchent bien. Enfin, c'est un jeu avec du matériel incroyable, avec du scénario. C'est un jeu de programmation qui est super fun, avec du matériel fou. Donc c'était un des premiers qui faisait des inserts comme ça, vous avez des super figurines, vous avez du matériel, vous avez des écrous, enfin, un truc top, et avec un jeu super bien aussi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait seulement un jeu qui était joli, hein, qui aurait été bon dans toute collection, mais vraiment un jeu fun de programmation, en plus il existe en différentes langues, donc je l'ai même en français. Vous avez aussi des cartes de mission qui vont vous rajouter des cartes ou des informations au fur et à mesure, donc il est un peu legacy quelque part, mais il est facilement rejouable. Et vous avez même des figurines peintes dedans, enfin vous avez des... Vraiment c'est un super jeu, Mech versus Minion. En plus, alors ce qui s'est passé c'est que League of Legends, enfin je sais plus qu'est-ce qui fait League of Legends, mais quand ils l'ont créé, le prix était à 70 €, je crois, un truc comme ça. Mais quand vous voyez le matériel, la taille de la boîte, le matériel qu'il y a dedans, c'est fou. C'est fou. Là, on peut dire après que n'importe quel jeu est cher. Hein. Je veux dire, même Pandémie, la chute de Rome, c'est super cher à côté. Parce que j'ai l'impression qu'ils se sont éclatés à faire ce jeu de plateau. Et vraiment, je trouve que c'est un ovni ludique un petit peu. C'est vraiment super sympa. C'est plutôt simple et c'est très marrant même avec des enfants. C'est un jeu qui est coop à 4, je crois. Et je trouve qu'il est encore plus marrant quand on a au moins 2 ou 3,
Parce que il y a le stress de la programmation, il y a le plateau qui va jouer aussi, et qui va vous mettre vos ordres un peu dans le décor, comme tous les jeux de programmation. Bref, Mech vs Minions, que j'ai mis en position 17. On passe à la 16e place. En 16e, je vous ai mis... En fait, je vous ai mis un lot de jeux de zombies. Alors pourquoi ? Parce qu'au départ, j'en ai mis un, puis après j'ai mis l'autre. Et puis il y en a pas mal des jeux de zombies qui existent. Mais voilà, je voulais mettre ces trois-là. En fait, il y en aura un autre après. Mais j'ai fait un lot avec ces trois-là, parce que je les aime bien tous les trois. Il y en a un, ça fait un moment que je le connais, et les deux autres, et vous aussi, et les deux autres, je les ai découverts récemment, et ils ont chacun plutôt une particularité qui m'a bien fait plaisir dans le jeu de zombies. Alors le premier, le classique, maintenant je trouve que c'est un classique, c'est Dawn of the Dead, version 3, celle-là, qui est super cool. Donc ça vous met Dawn of the Dead au commandement en fait d'une ville qui doit se défendre contre une invasion de zombies. Donc cette version 3 est très cool parce qu'elle permet de prendre le jeu rapidement, de façon simple au début, et de complexifier les parties au fur et à mesure. Et Dawn of the Dead, c'est vraiment un jeu super sympa, où vous avez vraiment l'impression d'avoir, un peu comme dans les jeux Pandémie d'ailleurs, cette invasion de zombies, et d'avoir très peu de moyens. Il va falloir gérer vos munitions, vos rations, les personnages, vos personnages et les civils sont plutôt faibles, et vous avez des combats qui sont faits avec des tables de résolution pour le rapport de force. Donc c'est pas seulement un GD qui vous donne combien vous gagnez, mais c'est un rapport de force à établir. Donc voilà, Dawn of the Dead, c'est vraiment un jeu super cool, que je recommande à tout le monde. Autre jeu zombie que j'ai eu récemment, c'est Exodus Z War 1. Exodus Z War 1 Game. Donc c'est le deuxième opus de la gamme. Je l'ai pris en occasion parce que je voulais l'essayer, j'avais vu ASN déjà, mais en discutant avec les auteurs, j'avais pas été plus que ça en jouer, surtout que le matos qui était en démonstration, c'était pas celui qu'on avait dans le jeu, a priori, et puis ils avaient fait une première version avec des figurines en métal que je trouvais pas terrible. Et après, ils ont fait celui-là. J'avais pas pledgé, j'ai récupéré cette version en occasion. Et un truc qui est sympa dans ce jeu, alors j'ai fait que quelques scénarios, hein, j'ai pas joué longtemps, mais ça a suffi à me donner un peu l'impression qu'il y avait, c'est que vous avez une décomposition des actions qui est assez... l'action est assez lente et assez décomposée. C'est-à-dire qu'en fait, un point d'action, ça va être un mouvement, oui, il me semble. Et vous allez pouvoir vous retrouver en fait confronté à un zombie. C'est-à-dire qu'en fait un zombie qui vient sur vous, c'est pas une mort instantanée, vous le tuez pas non plus forcément tout le temps, mais il va pouvoir vous mettre à terre. Et à terre, vous allez pouvoir faire des choses en étant à terre, vous avez une posture en étant à terre, vous allez pouvoir essayer de vous dégager, de tirer en étant à terre, de ramper, toutes ces choses qu'on ne voit pas forcément dans le jeu de zombies, et qui là sont gérées. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce qu'on a la pression, on a le stress de se retrouver dans cette position-là. Parce qu'évidemment, vous perdez du temps, la perte de temps dans le jeu est plutôt cruciale, puisqu'on a des objectifs à réaliser, et c'est fait de façon assez sympathique. Au niveau du matériel, c'est pas foufou au niveau des figurines, elles sont sympas sans plus. Moi j'avais quelques figurines cassées d'ailleurs dans le jeu, mais je trouve qu'on a un bon feeling de pression par rapport à ça. Vraiment, on a un petit feeling Walking Dead quand même, je trouve. Donc ça c'est Exodus Z War 1. Autre jeu que j'ai découvert récemment, c'est un peu un petit coup de cœur tardif dessus. J'y croyais pas trop et en fait j'ai été bien emballé. J'ai été même surpris en fait par ce jeu. Et ce jeu c'est Resident Evil The Board Game. Donc ils ont déjà fait, et donc c'est Resident Evil 3. Donc c'est la licence de Capcom, Resident Evil. On va dire Resident Evil 3. J'avais vu des retours sur le numéro 2 qui disaient les tuiles étaient un peu sombres, les figurines pas terribles, et ainsi de suite. Donc j'avais pas été voir plus que ça, et puis les visuels que j'avais vus du jeu me plaisaient pas plus que ça. Et puis j'ai vu le 3, et puis j'avais l'occasion de dépenser un bon de réduction chez Philibert, j'ai dit tiens, je vais l'essayer. Alors c'est une petite boîte en plus, hein, je m'attendais à une plus grosse boîte, c'est pas cher, il n'y a rien dedans. Et effectivement, il n'y a pas grand chose. Par contre, le jeu, au niveau des tuiles, ça va, c'est sombre, mais ça va. Et par contre, le jeu amène pas mal la pression parce que vous êtes dans des couloirs, donc il n'y a pas beaucoup d'espace, vous avez des objectifs à faire, vous avez parfois des allers-retours à faire, et il y a une notion des couloirs ouverts, des zones en fait alertées. À partir du moment où une zone est ouverte, elle est en contact avec toutes les zones ouvertes qui sont reliées.
Ça veut dire que vous allez activer en fait les zombies qui sont dans les zones reliées. Il y a une notion de liaison entre les salles qui sont ouvertes. Donc la fermeture et l'ouverture de portes est super importante, ainsi que le fait de barricader parfois des portes. Et ça marche super bien. J'ai vraiment bien aimé. Il n'y a pas trop de matos à gérer pour les joueurs, hein, ce qui fait que c'est plutôt cool. Et vous avez, alors je sais plus, je crois que c'est un système d'action, je ne me rappelle même plus. Ouais, je crois que c'est 3 actions. Et en fait, ça marche très très bien. Et en plus de ça, donc c'est pas seulement un jeu où vous avez un scénario où vous le faites terminer, c'est que vous avez une sorte de campagne. Et bah, je vais pouvoir vous faire voir. Vous avez une sorte de campagne. Et vous allez devoir en fait débloquer des quartiers de la ville. Et quand vous aurez débloqué un quartier, vous pourrez aller faire la mission qui se trouve dans ce quartier-là. Et donc ça c'est plutôt cool parce qu'en fait pour débloquer un quartier, il faudra trouver des éléments dans le scénario dans lequel vous êtes. Donc certains scénarios vont pouvoir vous débloquer d'autres scénarios et d'autres lieux et ainsi de suite, mais pas obligatoirement. Donc si vous faites un scénario, vous le remportez, mais que vous n'avez pas trouvé un objet à l'intérieur qui vous débloque un quartier, il faudra le refaire pour retrouver cet objet. Donc ça c'est pas mal, et en plus il y a aussi une notion des cadavres qui peuvent devenir des zombies. Donc vous pouvez traverser des endroits où vous passez à côté d'un cadavre, donc le chevaucher par exemple, et d'un coup il peut se réveiller en tant que zombie, mais oui c'est pas sûr. Et ça ajoute un petit truc bien sympathique qui se trouve pas forcément dans beaucoup de jeux. Donc je pense que je ferai une vidéo de mon avis sur ce Resident Evil 3, sachant que, alors le petit bémol sur ce jeu, c'est que, comme je vous ai dit, un truc qui est super important, c'est les salles qui sont reliées. Et donc on a des tokens pour les portes qui sont ouvertes ou fermées. Et comme dans beaucoup de jeux comme ça, les tokens de portes ouvertes ou fermées, c'est souvent pas lisible énormément. Et pareil pour les barricades, pour savoir, et déjà pour reconnaître les pions barricades, avec les pions barricades défoncés ou fermés, c'est pas tout le temps évident. Et donc je me suis fait une petite extension de luxe d'un mec sur Etsy qui faisait des impressions 3D, et elles sont super belles, avec des portes qu'on peut laisser ouvertes ou fermées, qui sont visuellement carrément classe, super bien pour voir justement les salles à activer, et idem pour les barricades. Alors, si je vous fais voir ça, pour ceux qui ont déjà le jeu, vous allez trouver ça kiffant. C'est super cher, mais il y a aussi des escaliers. Et puis vous avez le matériel comme les tonneaux, tout comme ça. Alors ça c'était pas grave parce que c'était visible, c'était pas important. Par contre, pour les barricades, vous avez un système de porte où vous allez pouvoir soit défoncer la barricade, soit la reconstruire. Ça vous coûte des actions, mais ça vous permet de bloquer des passages. Et de le mettre comme ça. Voilà, je le mets ici. Hop, hop, hop. Voilà, ici j'ai ma barricade, ma porte barricadée, et puis il suffit que j'enlève ça, hop, ma porte elle est plus barricadée. J'ai défoncé la barricade, j'ai réussi à la défoncer, et je vais pouvoir passer. Et évidemment refaire le lien avec la salle. Alors c'est pas donné, mais c'est super pratique, et je trouve que ça apportera vraiment de la fluidité au jeu, surtout ce sera plus pratique à voir les zones reliées entre elles. Mais en tout cas, ce jeu Resident Evil 3 est une bonne surprise pour moi. Je le connaissais pas du tout, j'avais pas suivi la campagne. Et du coup, j'ai même pledgé. Ils ont fait un Resident Evil le 1. J'ai pledgé cette campagne en Let's Pledge. Parce que je me dis que si c'est aussi bon que celui-là, et si ça s'améliore sur les règles et autres, sur les tuiles, ça peut être vraiment cool. Donc là, j'ai passé un peu de temps sur ces 3 jeux de zombies, mais c'était mon gros lot de jeux de zombies. En 15e position, un jeu post-apocalyptique et qui n'est pas Fallout. Ah non, mon jeu post-apo préféré, je pense, c'est celui-là, Fallen Lands. Fallen Land, il n'y a pas de S. La boîte est relativement lourde. C'est un jeu qui n'est pas pour les anglophobes. Il y a beaucoup de texte à lire, c'est pas du texte compliqué. Dans ce jeu, vous allez jouer Alors ça peut se jouer en coop, en compétitif, et puis en solo évidemment. Et vous avez 2 modes de jeu différents dans cette première édition. Je dis première édition parce qu'il y a une 2e édition qui doit arriver, qui a été faite sur Kickstarter il y a 1 an, qui devrait arriver cette année, j'espère. Et que j'ai repris, donc j'ai mis celui-là en vente, parce que je vais avoir une 2e édition, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. En tout cas, ce jeu vous met à la tête d'une escouade, d'un petit groupe de mercenaires, je crois qu'il y en a 5 ou 6, avec votre fanion, avec votre réserve, avec un véhicule potentiellement, et vous allez gérer chaque mercenaire. Chaque mercenaire, c'est une carte
c'est un mec avec des caractéristiques, avec des compétences, et vous allez pouvoir lui ajouter des cartes de matériel et autres qui vont lui améliorer ses différentes caractéristiques et compétences. Donc je dis caractéristiques et compétences parce que c'est un peu les deux. Et vous vous retrouvez vraiment à gérer ces bonhommes-là. Et dans le jeu, vous allez rencontrer beaucoup de cartes, il y a beaucoup de textes, beaucoup d'events, et tout est thématique. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez faire des rencontres, les tests de compétences, tout ce que vous allez faire, c'est vraiment lié au texte de la petite histoire. Et en fait, c'est ça, c'est un cumul de petites histoires, de petites rencontres et d'événements que vous allez faire. En plus d'avoir un cheminement et de gagner des points de victoire ou de réputation, je sais plus, qui sont le but du jeu. Donc moi, mon espoir pour la deuxième édition, c'est qu'il y ait une amélioration côté jeu solo et coop, pour que ce soit plus intéressant que d'aller combattre une faction et de faire plus de points de victoire. Mais ça reste un jeu où vous pouvez vous dire, bah tiens, je prends ça, je décide d'aller là, et je vais essayer d'atteindre un nombre de points, par exemple, je vais voir combien je fais, ou même pas. C'est-à-dire que je vais me balader et je vais voir ce qui m'arrive. Et c'est vraiment un super jeu post-apocalyptique, où vraiment vous avez un univers Mad Max complet à l'intérieur de ce jeu, et c'est vraiment un super jeu. En 14e position, attention, c'est Arena The Contest. Donc Arena The Contest, c'est un jeu qui peut jouer en escarmouche, mais qui a aussi un mode histoire super intéressant, qui a un lore assez incroyable et assez sympa, que j'aime bien. C'est de la high fantasy, mais que je trouve très bien foutu. On a reçu la 1.5 cette année du jeu, parce qu'il y avait une 1.0, ils ont fait une 1.5, et normalement on devrait recevoir le reste du pledge, qui est, je sais plus quoi, c'est le truc adventure, qui va compléter ce mode coop solo, avec plus de scénarios, plus de campagnes, mais qui va être livré qu'avec le jeu de rôle qu'ils ont prévu en même temps. Alors moi j'ai quand même pledgé le jeu de rôle, pas forcément pour le faire, mais parce que j'avais envie d'avoir du gros background, des livres à lire sur cet univers qui m'a beaucoup plu. J'ai le artbook de ce jeu et qui explique la genèse du monde et tout, et j'ai trouvé très sympa, pas si con que parfois certaines origines de monde qu'on peut avoir dans les jeux, et vraiment j'ai trouvé ça très agréable. En termes de jeu, il est quand même super sympathique, vous avez des scénarios, alors ce sont des plans figés mais qui vont évoluer en cours de partie, et vous allez avoir un enchaînement comme ça de scénarios qui vont être reliés les uns aux autres de façon très bien foutue, l'histoire est très intéressante. C'est Arena The Contest, et qui était donc mon 14e titre. En 13e position, et j'espère que ça ne leur portera pas malheur, j'ai mis 2 titres. Alors 2 titres, pourquoi? Parce que ce sont des jeux d'aventure. Les deux sont des jeux d'aventure, avec beaucoup de texte. Il y en a un qui sortira en français, c'est sûr, et l'autre, je ne sais pas s'il sortira en français. Le premier, c'est quoi? C'est une grosse boîte, et c'est Role Player Adventure. Je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne, vous pouvez la voir. Role Player Adventure, donc c'est la suite de Role Player, qui était un jeu de positionnement dés, d'optimisation de dés, pour construire des personnages de type Donjons et Dragons. Et cette extension, en fait, ajoute ce qui manquait vraiment, enfin pour moi, ce qui manquait beaucoup, c'est l'utilisation de nos personnages. Une fois qu'on avait terminé un personnage, c'était terminé, on avait un nombre de points. Ok, il y a un petit classement, c'était sympathique. En tout cas, je parle pour le solo. Hein. En compétitif, vous restez sur un nombre de points à faire, et donc vous pouvez battre les autres, ce qui rend le jeu intéressant. Mais en solo, ça manquait d'intérêt. Ici, on est sur un jeu complètement différent, hein, il est standalone, vous pouvez jouer sans le premier roleplayer. Et d'ailleurs, je trouve que si le premier roleplayer n'existait pas, celui-là serait très bien. Vous avez des personnages pré-tirés pour faire les aventures, et l'aventure se déroule avec un livre dont vous êtes le héros, presque. Et vous allez utiliser les différentes caractéristiques, les différentes cartes de vos personnages pour résoudre des tests, soit de combat, soit de tests de compétences, qui vous seront amenés dans l'aventure. C'est super sympa, super intéressant. J'ai passé pas mal de semaines dessus, parce que j'ai été accroché par l'histoire, par le fait qu'on avait des conséquences sur les choix qu'on avait dans l'histoire, entre les différents scénarios, et voilà, j'ai été happé par ce jeu. Vraiment, je vous recommande Role Player Adventure, que j'ai mis en 13e position. Et donc l'autre jeu qui va apparaître, lui en français, parce qu'on sait qu'il y a une traduction en cours, c'est Sleeping Gods. Et Sleeping Gods, c'est un pur jeu d'aventure, d'exploration. Autant dans Role Player Adventure, vous n'avez pas vraiment trop d'exploration, vous savez où aller, vous avez des lieux, vous allez explorer les lieux, mais la carte est plutôt limitée. Dans Sleeping Gods, vous partez à l'exploration comme si vous étiez sur un bateau, et d'ailleurs vous êtes sur un bateau avec un équipage de marins qui est fixe, que vous connaissez, qui sera toujours le même toutes les parties, mais par contre il y a tellement de choses à visiter.
que c'est vraiment un super truc. Les illustrations sont super belles, l'aventure est super belle. Et franchement, c'est un jeu d'aventure que je conseille à tout le monde. Sleeping Gods, c'est vraiment un super jeu. Donc voilà, j'ai mis les deux ensemble parce que pour moi, ils méritaient d'être... Je pouvais pas parler de l'un sans l'autre parce que j'ai joué beaucoup à Roleplayer Adventure. J'ai joué pas mal de temps à Sleeping Gods aussi. Enfin, du moins, j'ai fait un run, mais qui a duré longtemps. Et donc, voilà, je recommande vraiment ces deux jeux, Sleeping Gods et Roleplayer Adventures. On sera plus sur du fun avec les dés sur Roleplayer Adventure. Sleeping God, vous serez sur de la gestion de ressources et de capacité de vos personnages, de la fatigue, et ainsi de suite. Et à savoir quand les reposer, quand est-ce que vous tentez de faire quelque chose en plus. En 12e, je vous dis qu'il y aura un autre jeu de zombies, mais pour moi, il est plus qu'un jeu de zombies. C'est Zombicide Invaders. Donc Zombicide Invaders, c'est mon opus préféré des zombicides. Quand j'ai testé le premier Zombicide, j'ai fait une partie dans un bar à jeux, c'était au Mésia à Paris, j'ai trouvé ça nul. J'ai trouvé ça nul. Je me suis dit, mais on passe notre temps à chercher en attendant d'avoir la bonne carte pour être débloqué, pour pouvoir passer le monstre qui je pourrais pas taper sinon. Et puis voilà, il y a plein de trucs qui me plaisaient pas dans Zombicide, je trouvais ça bête. Sachant qu'à l'époque, j'avais aussi Last Night on Earth, qui était un vrai jeu de zombies Ameritrash, alors qui était pas coopératif, enfin semi-coopératif, qu'on était un contre plusieurs. Mais Zombicide, j'aimais pas. J'ai été tenté par le Black Plague, ou le Medfan, la version Medfan de Zombicide, qu'on nous prenait tête comme étant du renouveau et autres. Et j'ai pas kiffé non plus, je trouvais que c'était pas extra... Je sais pas, voilà, ça a pas marché non plus. Pourtant le matos c'était cool, hein, c'était bien sympa quand j'ai fait l'unboxing avec mon fils, c'était l'éclat, il y en avait plein de partout. Mais voilà, j'ai pas accroché non plus. Et j'ai quand même retesté la version Invaders. Et Invaders m'a réconcilié avec la série, que ce soit au niveau du matos, au niveau de cette gestion toute bête de dire bah, quand je sors de ma base, faut que je gère mon oxygène. Je sais pas, le jeu a un feeling différent. Alors peut-être que c'est le thème qui s'éloigne du zombie, alors pourtant j'aime bien ça. Mais ce Zombicide Invaders, au-delà du fait d'être un zombicide, c'est quand même plutôt un jeu de Space Marines contre des aliens. Même s'ils ont des formes de zombies. Et je le trouvais vraiment très très cool. J'ai celui-là, j'ai l'extension, j'ai une des extensions, je ne les ai pas toutes. Et j'ai les stretch goals, et voilà, ça comble, ça me va bien. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Et justement, je vais sûrement bientôt m'y remettre dès que j'aurai plus de nouveautés sous la main. J'avais envie de m'y remettre un petit peu, faire quelques scénarios, et de prendre mon fils avec moi pour m'accompagner. Donc c'était Zombicide Invaders que j'ai mis en numéro 12. On se rapproche des 10 premiers, vous me direz. Hein. En 11e, il échoue de peu à la porte. Et j'aurais pu le mettre dans les 10 premiers. Hein. Mais vous allez comprendre pourquoi j'étais obligé de mettre 20 titres. Hein. J'ai mis cette grosse boîte énorme ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle est lourde. J'ai sorti de derrière. C'est Street Masters. Alors Street Masters, donc là vous avez ici l'extension Apocalypse, vous avez la totale de Street Masters. Street Masters, je crois qu'il existe en version digitale en plus. Encore beaucoup plus léger, beaucoup moins de matos. Street Masters, pourquoi ? Parce que c'est un des premiers jeux qui a utilisé le système de deck modulaire des frères Sadler, donc Adam et Brady, et je trouve que c'est c'est leur meilleur jeu avec ce système-là. Ils ont fait Brook City et Altar Quest, et même si je reconnais, il y a aussi Hours of Need qui va sortir, qu'on attend, hein, qui est bloqué en Angleterre apparemment pour les Anglais, je sais pas. On l'aura en 2022. Le truc, c'est que ce système marche, je trouve qu'il est beaucoup plus pertinent avec Street Masters, du fait des arènes de combat qui sont plus petites. Vous êtes dans une sorte de beat'em all, dans un stage de beat'em all de jeux vidéo, et vous avez le système de deck modulaire qui va pouvoir gérer les ennemis, l'environnement, et du fait que ce soit sur un environnement petit en termes de taille, c'est beaucoup plus sympa. Vous avez tout à disposition, c'est plus sympa, c'est plus rapide, et c'est super intéressant. Vous pouvez faire des combos avec vos combattants, entre combattants. Il y a tout un système, donc les decks modulaires permettent de dire, bah voilà, j'ai telle arène, mais avec tel ennemi, et dans tel environnement, enfin, ou telle condition, tel scénario, ce qui fait que la permutation des trois permet de faire une rejouabilité de plein de manières différentes. Et le système de deck modulaire marche énormément avec ce jeu. Avec Altar Quest, j'ai trouvé que ça foutait en l'air l'exploration de donjons. Et ça marche super bien, c'est-à-dire qu'en fait c'est bien, mais ça gâche un peu l'expérience pour un dungeon crawler par exemple. Avec Brook City, j'ai trouvé que c'était intéressant avec Brook City,
mais on est sur une carte plus grande, et j'ai trouvé qu'on était à la ramasse en termes de distance par rapport aux ennemis, et que ça marchait un peu moins bien. Mais voilà, Street Master, il est 11e parce que c'est vraiment un super jeu. Il nécessite pas d'avoir tout ce que j'ai moi. Si vous avez le jeu de base, c'est super aussi. Et du coup, on va arriver aux 10 premiers, au top 10 comme vous me l'avez demandé. Mais voilà, vous avez vu tous ces jeux. Et ça m'aurait embêté de faire un top sans en parler, parce qu'ils ont tous une place importante pour moi, ils sont tous bien. Alors on va arriver sur un top 10 où c'est vachement plus serré, et là c'est des jeux... Voilà, si on en parle, je vais dire que du bien. Donc voilà, on va commencer ce top 10 tout de suite. Allez, c'est parti pour les 10 titres. Donc les 10 titres, c'est ceux que vous m'avez réclamé à la base, on va les commencer maintenant. Alors, en 10e position, j'ai mis Cloudspire. Donc là, c'est une boîte d'extension, hein, c'est beaucoup plus gros que ça. Alors Cloudspire, c'est quoi? C'est un jeu, c'est entre le Tower Defense et le jeu tactique, et le jeu de stratégie. C'est du super matos, donc comme tous les jeux chez Chip Theory Games, avec des chips de poker. Mais là, vous avez des tapis en néoprène, vous avez du matos, et vous avez même des extensions avec les miniatures pour faire des grandes, pour les tours, vous avez des gros vaisseaux, enfin, vous avez plein de choses. En plus de ça, donc c'est un jeu qui est compétitif, mais qui a vraiment un mode solo avancé, avec une campagne. Vous avez différents peuples, vous allez pouvoir faire la campagne de chacun des peuples qui va suivre, qui va vous donner à chaque fois, en fait, quelque part, une sorte de scénario à battre, et qui est super intéressant. La mécanique d'avancée, de tir de loin... Donc vous avez une partie de vos troupes qui est libre, ce sont les héros, et l'autre partie des troupes qui vont être presque avancées automatiquement une fois que vous les aurez déployées, et vous serez obligé de faire avancer et combattre quand elles vont avancer. L'idée, c'est de pouvoir les faire progresser le plus loin possible, et d'aller taper la base ennemie pour la faire descendre. Que dire d'autre? C'est vraiment un super jeu qui marche... Alors, je l'ai pas essayé en compétitif, mais je pense qu'il marche très bien en compétitif. Le matériel est sublime, le prix n'est pas donné. Mais si vous cherchez... Alors, j'ai reçu un jeu récemment, je ne vais pas vous en parler tout de suite, mais bon jeu de stratégie qui est jouable en solo et qui tourne bien, et qui est vraiment bien, qui est plutôt simple à comprendre au niveau des règles. Après, il y a quand même pas mal de mots-clés, et il y a des aides de jeu pour les mots-clés, hein, pour s'en rappeler, mais souvent, un scénario, vous allez le refaire peut-être plusieurs fois, et donc ça va venir très facilement. Au bout d'un moment, vous serez habitué. Cloudspire, qui est un super jeu, c'est mon jeu préféré de chez Chip Theory Games. Ensuite, en 9e position, j'ai mis Space Corp. Donc Space Corp qui a reçu des extensions il n'y a pas longtemps. Donc moi j'ai la version VO, mais il existe en français, traduit par Nuts Publishing. C'était un accouchement long et douloureux. Mais Space Corp, c'est un jeu d'exploration spatiale pas complexe, qui a une mécanique de cartes qui est super sympa. Vous avez en plus, ce qui n'est pas commun, un livret avec toutes les règles solo. Un livret pour le mode compétitif. Vous avez 2 livrets différents, vous n'êtes pas obligé de passer de l'un à l'autre comme c'est souvent le cas. Et que dire sinon? Et en plus, le jeu se déroule sur 3 aires différentes de l'exploration, ce qui fait que vous allez partir du système solaire, puis après vous allez vraiment grossir, changer d'échelle en termes de vaisseau. Ça fait un moment que j'ai pas joué, mais voilà, c'est un jeu j'ai pris les extensions pour pouvoir m'y remettre un jour, et c'est un jeu que je vais garder parce que c'est un super jeu. Voilà, Space Corp 2025-2300, qui était en 9e position. En 8e position, j'ai mis mon vieux jeu, que ça fait longtemps que j'ai pas joué non plus. C'est marrant comme ce top 10 va peut-être être avec des jeux que j'ai pas joué depuis un moment, mais qui sont vraiment cool. Fireteam Zero. Fireteam Zero, c'est un jeu... Alors, moi je vous conseille, si vous le voulez un jour, prenez plutôt une VO. Je crois que la VF était un peu pas belle. Mais en tout cas, c'est un système de jeu super simple et super prenant, où vous allez en fait gérer une main de cartes qui va représenter vos points de vie. Et les cartes sont à double utilisation, vous pouvez les utiliser pour vos actions ou pour faire des actions de support, pour aider des alliés. Et sachant que donc ces cartes représentent aussi vos points de vie, ou votre endurance, quand vous allez aider quelqu'un, forcément ça vous fait moins de points pour vous, et sachant qu'après les monstres potentiellement s'activent, vous prenez un risque de vous faire dézinguer ensuite après avoir aidé quelqu'un.
Mais en tout cas, c'est un jeu qui est super. Vous avez un système de briefing, vous avez un système de progression de la mission qui est super sympa. Après, vous avez du spawn qui est aléatoire, donc qui peut mettre à mal une stratégie. Les figurines sont pas trop mal, je les trouve plutôt originales. Difficile à peindre pour certaines, mais vraiment sympa. Donc vous jouez des soldats, c'est un mélange un peu de jeu d'horreur et jeu de guerre mondiale. Donc c'est dans un univers de Deuxième Guerre mondiale, mais avec des sortes d'envahisseurs ou de zombies, on sait pas trop. Et il y a 2 extensions qui existent avec l'Europe et l'Afrique. Donc je vous conseille fortement Fireteam Zero, qui est un excellent jeu coop. Moi j'adore ce jeu. Et bon, je l'adore, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Alors pourquoi j'y ai pas joué? Parce que j'avais peint les figurines pour le premier scénario. J'ai peint pas mal de soldats d'ailleurs, pour aller jouer n'importe lesquels. Mais j'avais envie de continuer même avec le jeu peint pour les scénarios suivants. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait un moment que j'y ai pas joué. Donc c'était Fireteam Zero en 8ème position. En 7ème position, j'ai mis 2 jeux en 7ème position. Encore une surprise. Donc les 2 jeux, alors il y a End of Fate Ordeals, qui est donc la version jeu de cartes, deck building de End of Fate, le jeu vidéo. C'est un petit bijou ce jeu. C'est un petit bijou visuel. Ce plateau est beau, les cartes sont belles, le système de jeu est intéressant. Il faut savoir que la boîte, je crois, qui a créé le jeu vidéo a coulé après ce jeu, hein, il me semble. Parce que End of Fate 2 n'a pas bien marché en jeu vidéo. Pourtant, il était plutôt cool. Et ce jeu de plateau est vraiment sympa. Le seul truc que j'ai pas réussi à avoir, c'est le tapis en néoprène, mais le plateau en lui-même est super beau déjà. Et finalement, j'ai pas regretté d'avoir le néoprène parce que le plateau est beau. Et vous avez un système de jeu, vous allez faire de l'exploration, vous allez avoir des choses à faire dessus en gérant votre deck de cartes. Je peux pas vous expliquer plus avant, il faudrait faire une vidéo plus complète. Mais voilà, End of Fate Ordeals qui est en mon numéro 7. Et en numéro 7, ex aequo, mon chouchou des deck building qui est Venom Assault. Venom Assault, pourquoi c'est mon chouchou? Parce que quand je l'ai découvert et quand j'y ai joué, j'ai fait waouh, c'est génial. Enfin, deck building qui changeait un petit peu la donne. J'ai trouvé que le système, vous avez un système où vous allez, c'est pas seulement un système où quand vous achetez, vous attaquez quelque chose en même temps. Vous avez vraiment une phase où vous allez faire du recrutement de troupes pour améliorer votre deck et donc votre armée. Et une phase vous allez avoir aussi une préparation pour combattre, pour aller attaquer un général ennemi. Donc vous en avez plusieurs qui sont répartis. C'est un jeu à scénario, hein, donc des différents scénarios pour différents contextes, des ennemis différents, avec des généraux. C'est très inspiré de G.I. Joe, hein, faut pas se mentir. Mais il représente bien le thème. Le jeu rend hommage à ce thème-là, en tout cas. Et c'est pas plus mal. En termes de dessin, j'aime bien aussi. Ça me dérange pas trop. C'est du dessin animé simple, enfin c'est du simple, de la BD. Et ce qui est intéressant, c'est que donc vous préparez votre attaque en mettant telle troupe, vous allez utiliser telle troupe, telle troupe, telle troupe, qui vont être des troupes soit du blindé, soit des troupes à pied, des héros qui ont certaines capacités. Et en face de ça, vous allez avoir l'ennemi, qui lui aussi va avoir un certain nombre de cartes. En fonction des généraux que vous allez attaquer ou des ennemis que vous allez attaquer, il va devoir mettre un certain nombre de cartes et vous n'allez pas toutes les voir. Et vous, votre but, ça va être de minimiser son impact à lui. Donc c'est un jeu coop, hein. Et vous allez essayer de minimiser les cartes qui vont pouvoir être tirées. Une fois que c'est fait, on révèle les cartes, et après, ce qui va se passer, c'est que potentiellement le jeu de l'adversaire, de l'IA, va vous faire dégager des troupes que vous avez prévues, où vous diminuez vos forces, et ainsi de suite. Et ensuite, la résolution de combat, qui est dans un deuxième temps, c'est un jet de dés, donc vous allez essayer de maximiser pour avoir le plus de dés possible, pour pouvoir essayer d'éliminer le plus d'ennemis possible, et réussir à battre l'adversaire au fur et à mesure comme ça, pour réussir à battre le scénario. Donc vous avez un système d'événements aussi, ainsi de suite. Et voilà, ce jeu, c'est mon deck building favori, parce qu'il y a cette petite partie aléatoire qui vient en plus, la petite partie préparation que j'aime beaucoup, la surprise de l'ennemi, qui vient de vous douiller votre plan, mais bien comme il faut, comme s'il l'avait déjà lu, alors que c'est du tirage aléatoire quand même, et ben c'est ça super cool, quoi. Alors, et en plus, vous avez un choix de l'ennemi. Vous voyez des choses que vous allez pouvoir attaquer. Vous faites ce choix-là. Donc, voilà. Venom Assault, c'est en 7ème comme End of Fate Ordeals. Mon numéro 7, et c'est très cool. En numéro 6, alors j'ai pris une boîte, mais je vais citer une gamme. Donc, c'est Arkham Horror, le jeu de plateau, la version 3. Et en fait, c'est mon numéro 6, donc c'est plutôt la gamme Horror Arkham chez FFG. Que ce soit le JCE, parce qu'il marche bien, alors moi je ne sais pas accroché, mais il marche plutôt bien.
les jeux de plateau, que ce soit la V2 ou la V3. J'ai même Elder Sign avec les dernières extensions à partir des portails d'Arkham. Je trouve que quand on veut se faire un tweak de Cthulhu sur le thème de, enfin tout le lore de Lovecraft, et ben je trouve que là ils ont fait une belle gamme FFG. Mais en tout cas, cette gamme de jeux de plateau, même la V3, moi je la trouve supérieure à la V2. Elle a une sensation différente. Elle est supérieure parce que je la trouve plus intéressante au niveau du scénario, au niveau de la façon dont ça gère, de la fluidité. Ça veut pas dire que la V2 est tachée, la V2 est vraiment une chose différente. Si vous voulez quelque chose de plus lourd, de plus concret, de plus lent, la V2 est super cool. Et même les contrées de l'horreur est un jeu super cool aussi. Et ça rentre dans ce numéro 6 qui est la gamme Horror Arkham chez FFG. Donc j'inclus Horror Arkham, le jeu de plateau V3, V2, et les contrées de l'horreur, et Elder Sign. Alors, 5e position, ça commence à devenir bien sérieux. J'espère que vous êtes bien accrochés, j'espère que ça vous plaît ce top. J'espère qu'il n'est pas trop long, parce que je fais quelques explications sur certains jeux. Je me dis que c'est toujours utile. Et en 5e, on va peut-être aller plus vite d'ailleurs sur cette dernière partie, puisque vous allez peut-être un peu plus connaître ces jeux. En 5e position, j'ai mis une gamme encore. Je ne pouvais pas mettre un seul jeu, et vous allez comprendre pourquoi. C'est Aeon's End. Donc c'est aussi un deck building. Alors je l'ai mis en 5e, et je vous ai dit que Venom Assault qui était en 7e était mon deck building préféré. Bon, mais parce que déjà il parle à plus de monde. Aeon's End, c'est un deck building qui a apporté quelque chose de nouveau dans les deck building, à savoir l'ordre du tour qui était aléatoire, le fait de ne pas remélanger les cartes quand on arrivait à la fin de notre deck, et puis je trouve que thématiquement, c'est un deck building qui est cohérent, qui est intéressant, qui est pas forcément facile, et voilà. Moi quand j'ai joué la première fois, ça a fait wow. J'avais pledgé avant d'y jouer à Essen, voilà. Aeon's End, Outcast, en plus maintenant il existe en français. Si vous aimez les deck building, vous devez absolument l'essayer parce que ça vous plaira. Et en plus de ça, alors, il est jouable en solo, et je trouve qu'il a un feeling différent quand on y joue en solo et quand on y joue en équipe. C'est un excellent jeu en équipe, je trouve que c'est vraiment génial. On est obligé de spécialiser un peu les différents mages. Il y a un système de préparation de sorts, il y a un système d'ouverture de brèches. Vous allez combattre des minions, vous allez combattre le boss, vous allez faire les choix, protéger votre domaine. C'est Aeon's End, toute la gamme est bien. Les dernières sont plus jolies, les premières sont plus simples peut-être. Mais quand vous en connaissez un, vous pouvez jouer à toute la gamme, c'est quand même super intéressant. Ils ont fait 2 jeux Legacy. Alors j'ai pas testé le deuxième, on l'a reçu il y a pas longtemps. Le premier, je l'ai déjà commencé et c'est vraiment une tuerie. Franchement, Aeon's End, quel jeu. Et c'est le 5e. En 4e position, il y a beaucoup de nostalgie dans ce jeu. Il y a pour 2 choses. Et c'est Fortune and Glory, The Cliffhanger Game. C'est un jeu Flying Frogs. Alors Flying Frogs, il y en a beaucoup qui doivent les connaître pour Shadows of Brimstone. Et jusqu'à ce qu'ils fassent Shadows of Brimstone, c'était ma boîte préférée. Parce que c'était du pur Ameritrash. Donc c'était Last Night on Earth. C'était A Touch of Evil. Et c'est de l'Ameritrash, c'est-à-dire qu'on lance beaucoup de dés. On tire des cartes, il n'y a pas d'équilibrage, on s'en fout d'équilibrage, c'est du plaisir. Ici, vous retrouvez Indiana Jones dans une boîte, c'est-à-dire que vous allez courir après les trésors, rien que quand on ouvre cette boîte et qu'on découvre comment on crée les quêtes, en tirant une carte trésor, une carte je sais plus quoi, ou une carte lieu, qui vous donne le nom de la quête. C'est-à-dire, par exemple, de tirer une carte où il y a marqué pyramide, et une autre où il y a marqué de la mort. Voilà. Et ça, la quête sera la pyramide de la mort. Vous avez ce couple de cartes qui forment la quête, et c'est génial, et il y a plein de cartes comme ça, c'est génial. Et vous allez jouer des aventuriers, finalement, qui vont à la recherche de ces trésors pour gagner de la gloire et de la fortune. Et si c'était aussi simple que ça, ce serait pas forcément intéressant, et encore. Donc vous avez un système qui s'appelle le cliffhanger, qui dit si vous échouez à un test, vous passez en cliffhanger, vous retournez la carte, vous avez un test beaucoup plus difficile à passer. Ou plus risqué, en tout cas. Donc voilà, ça c'est mécaniquement. Mécaniquement parlant, c'est pas fou, c'est de l'Ameritrash avec des lancers de dés. C'est sympa, mais sans plus. Le côté super sympa, c'est que vous avez différents modes de jeu. Vous avez le mode compétitif, donc chacun pour sa peau. Vous avez le mode coopératif, full coopératif, tous contre un ennemi commun, qui peut être des nazis, qui peut être une secte
la Crimson Hand, la main rouge, non, Crimson Hand. Et puis vous avez aussi les gangsters, la pègre. Donc voilà, et le top du top, et le plus long et le plus complexe aussi peut-être, celui qui presque on gagne jamais, mais c'est super fun, c'est le mode compétitif versus un ennemi commun. Donc par exemple compétitif avec en ennemi commun les nazis, donc comme dans Indiana Jones. Donc vous êtes à la course chacun de vos trésors et vos artefacts, et en plus de ça vous devez éliminer des nazis, sinon ils vont gagner la partie contre tout le monde. C'est un jeu complet, c'est un jeu long, mais c'est un jeu tellement sympa, tellement marrant. Vous avez toujours des cartes de crasse où quand quelqu'un va rapporter un artefact pour créditer en fait sa fortune ou sa gloire, vous allez pouvoir sortir des cartes qui vont lui dire ah non bah celui-là c'était un fake, tu t'es fait avoir, ah il vaut plus rien ton artefact. Voilà, il y a plein de cartes comme ça que vous allez pouvoir mettre mettre des bâtons dans les roues des autres joueurs, donc c'est assez sympa. Et le coop est très sympa aussi. Après le coop il apportera pas ce petit côté putasse des petits coups en traître. Mais Fortune and Glory, c'est vraiment un super jeu, super matos, des cartes bien épaisses. Il y avait deux extensions dedans, des petites extensions web. C'est un super jeu. C'est beaucoup de nostalgie ce jeu pour moi parce que c'était une période de FFG que j'aimais bien. Où il faisait autre chose que du Shadows of Brimstone. Et pas FFG, Flying Frog Games. Ah bah si, c'est pareil. Ouais, c'est Flying Frog Production, FFP. Et voilà, donc ça représente tout ça et j'adore ce jeu. En même temps que ce jeu, en quatrième, j'ai mis, je vous en ai parlé, c'est A Touch of Evil, qui représente aussi donc ce passé de FFP, Flying Frog Production, où là vous allez être dans un village qui est composé d'une carte au départ, mais avec les extensions vous pouvez en avoir jusqu'à 3 cartes, et vous allez devoir combattre un ennemi, soit de la terreur qui règne sur le village. Et le petit truc sympa, c'est qu'en plus de ça, en plus des horreurs rampantes que vous aurez sur le terrain qu'il faudra affronter, vous allez devoir rechercher de quoi améliorer vos personnages, parce qu'en fait, grosso modo, le jeu, ça va être de grossir vos personnages pour qu'ils soient super bons, et aller taper le vilain, quand ce sera possible. Mais vous avez un système avec les anciens du village, dont certains vont se retourner contre vous et vont s'associer aux méchants, en fin de partie, quand ce sera le combat final. Et donc ça ajoute du piment, vous allez pouvoir révéler certains des anciens, voir lesquels sont bons pas, en éjecter, je sais plus si vous pouvez en éjecter d'ailleurs. Voilà, il y a tout un système en plus qui vient se mettre par-dessus, et le jeu reste léger, simple à mettre en place une fois qu'on a un bon rangement dans la boîte, et c'est super cool. Moi vous le voyez peut-être pas, mais au-dessus j'ai l'édition 10e anniversaire avec des terrains où on avait le moulin en plastique dessus qui peut se mettre sur le terrain, ça donne un petit côté sympa au jeu. En plus, vous avez des composants en plus aussi, je crois. Donc voilà, avec des figurines bien sympas. Et la marque des jeux FFP de cette époque-là, avant Shadows of Brimstone, c'était que toutes les cartes, c'était des photos d'acteurs, en fait, ou de figurants, on va dire, ou même sûrement les gens de FFP, qui étaient déguisés en costume d'époque ou autre. Et ça fait un côté kitsch, mais sympa en même temps, qui marche très bien avec ces jeux-là. Donc voilà, en quatrième, on avait Fortune and Glory et A Touch of Evil, donc c'est un peu la gamme FFP pré-Shadow of Brimstone. En troisième, donc on monte sur le podium, ça y est, on est sur le podium. Alors évidemment, les jeux que j'ai mis avant, j'aurais pu les mettre sur le podium, mais ces trois-là sont vraiment sur mon podium, je pense, et resteront pour un petit moment. En troisième, j'ai pas pu m'éviter de mettre Descent, Légende des Ténèbres. Alors pourquoi j'ai mis, alors il est récent, il a vraiment pas du tout la même valeur nostalgique par exemple que Fortune and Glory, c'est pas le même plaisir non plus. Mais je trouve que voilà, il rentre parfaitement dans ce que j'attendais d'un dungeon crawler, de l'exploration, de la facilité à se remettre dedans après des mois d'absence par exemple, du bon matos, des superbes figurines, voilà, beaucoup de choses que j'ai bien aimé dans ce jeu, que j'ai pas terminé, je suis en cours de campagne. Une campagne qu'on peut terminer, qui est intéressante. Évidemment, il y a une application. Bon, après, moi, je me bats pas contre ceux qui ne veulent pas d'application, je le trouve bien. Si j'aimais pas les jeux avec application, j'en parlerai pas. Je vois beaucoup de commentaires négatifs sur le fait qu'il y ait une appli.
mais vous emmerdez pas à mettre des commentaires négatifs. N'en parlez pas du jeu, regardez pas. Je ne citerai pas la personne qui a mis des commentaires négatifs à cause de l'appli, qui l'a comparé à Core Space, qui l'a fait sur mes vidéos, qui l'a fait sur les vidéos de Mussino, ou d'autres vidéos, même de chaînes québécoises. À quoi ça sert de mettre un commentaire? Si t'aimes pas le jeu, bah on parle. Enfin, c'est bon, on a compris que t'aimais pas, on s'en fout, quoi. T'aimes pas, tu compares autre chose, bah n'en parle pas. Je sais même pas pourquoi tu vas voir les vidéos, parce que ça ne t'intéresse pas, il y a une appli. Donc voilà. C'est pas que j'ai pas envie qu'on exprime son opinion, c'est que de bâcher un jeu, d'aller voir les vidéos d'un jeu, en espérant qu'il les y regarde entièrement, sinon ça sert à rien d'en parler, mais pour bâcher le jeu seulement, voilà, pas d'intérêt. Donc moi j'aime bien Descente la légende des ténèbres. Si vous aimez, parce que déjà il est accessible, il est en français, il a du bon matos, voilà, c'est un dungeon crawler qui est bien, quoi. Voilà. Ah, il est peut-être il a un prix élevé, mais je pense que si je vous disais le prix que j'ai payé pour Fortune and Glory avec les extensions dedans, bah voilà, la 10e édition anniversaire, c'est pas loin non plus. Et les 2 prochains jeux, on n'est pas loin du prix non plus. En 2, en 2, j'ai mis Toulouse Death May Die. Ce jeu est génial. Moi, je pense que c'est une... Oui, c'est une VO que j'ai. Hein. Ouais. C'est une VO. Ouais, il me semble qu'il existe en VF, mais... Toulouse Death May Die par Communor Note. Quel bon jeu ils nous ont fait. C'est pas le jeu le plus thématique par rapport à l'univers de Lovecraft. C'est-à-dire qu'on n'est pas... on peut pas le comparer même aux autres jeux FFG sur cet univers, sur la prise de l'univers. Mais il utilise l'univers d'une façon fun. Les mécaniques de jeu sont intelligentes. Plus on s'approche de la folie, plus on a de compétences et plus on peut faire de choses. Mais on se rapproche vite de la fin de notre personnage. Et cette mécanique de croisement entre le boss, le scénario et vos investigateurs qui vont à chaque fois changer la partie, c'est super cool. C'est plutôt simple à mettre en place, simple à ranger. Quand vous avez fait le KS, vous avez une tonne d'investigateurs pour tous les goûts en fait. Hein. Je pense pas que ça change tout le temps le gameplay, mais vous avez vraiment pour tous les goûts. Plus à chaque fois que vous avez un boss et un scénario, ça vous démultiplie les possibilités de jeu. Donc c'est voilà. Et c'est un jeu qui est vraiment fun malgré l'univers un peu glauque de Lovecraft. C'est pas du tout un dungeon crawler. Hein. On est d'accord. C'est, je sais pas. C'est Cthulhu Death May Die en fait. C'est du rush, un peu de chance, c'est de la tactique, c'est plaisant, c'est fun. C'est voilà. Cthulhu Death May Die, je vous le conseille. C'est mon numéro 2. Voilà. J'ai une haute estime de ce jeu-là. Et en plus, un matériel super sympa. Oui, parce que, je sais pas si c'était en version standard, mais moi j'ai les trucs acryliques qui font une double couche, mais je crois que c'était en standard, je sais plus. Et mon premier jeu, alors je pense que vous avez vu que tous les jeux que j'ai présentés, c'est plutôt des jeux coop, jouables en solo, je crois. Hein. Parfois il y en a qui ont un mode compétitif. Et le dernier que je vais vous présenter, c'est un jeu purement compétitif. Alors, je sais pas s'il y a des variantes solo qui existent, sûrement. Mais je ne veux pas en parler. Donc voilà un jeu, mon premier finalement. Mon premier jeu n'est pas un jeu coop. Quand j'y ai joué, une claque, c'était génial. C'était génial. Et ce jeu, c'est Star Wars Rebellion. Donc c'est le jeu qui vous met l'univers de Star Wars dans une boîte de jeux, de plateau, et qui vous fait revivre ce qu'on ressentait, qui vous faire prendre un peu de nostalgie des premiers épisodes de Star Wars. Pas parce que je veux faire une critique des nouveaux, mais parce que vraiment on a ce sentiment de soit faire partie de la rébellion, soit faire partie de l'Empire, de chasser les rebelles, d'échapper de justesse à l'Empire. Il y a tout, on retrouve les personnages, on fait des trucs avec les personnages, on a des quêtes, on a des cartes, on a des trucs cachés qu'on va dévoiler au dernier moment. Il y a les petits vaisseaux, il y a tout ce qu'il faut, on produit des vaisseaux. Les rebelles ont très peu de vaisseaux, ils doivent s'enfuir. L'Empire recherche systématiquement en envoyant des drones, recherche les endroits où peuvent se situer les rebelles. Donc ils ont dû cacher leur base au départ. Les rebelles doivent gagner de la réputation dans la galaxie et l'Empire trouver la base rebelle. Et voilà, c'est génial. Et cette première, il faut que j'en parle, parce que la première partie que j'ai gagnée avec ce jeu, en jouant les rebelles, c'était, je crois que j'avais dû faire fuir ma base rebelle une première fois. Et avec un pilote, je crois pas que ce soit Luke,
mais avec la carte, il y a une carte qui est 1 sur 1 milliard ou 1 million. J'ai détruit l'étoile de la mort, qui est une fin, enfin qui m'a fait gagner assez de popularité pour gagner le scénario, pour gagner la partie. Et voilà, enfin, on était dans ce trip-là. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, vu qu'on connaissait pas le jeu avec le pote avec qui je l'ai fait, bah, il savait pas que je pouvais avoir ce genre de carte. Moi, je savais pas que je pouvais l'obtenir. Quand je l'ai vu, j'ai lu 15 fois le texte et j'ai dit ah. Et voilà, il est venu m'attaquer avec l'étoile de la mort, je crois, où il s'est rapproché et j'ai tenté le truc, quoi. Et voilà, et entre le début de la partie et ça, il y a eu plein de retournements, il y a eu plein de choses. C'est vraiment un super jeu. Star Wars Rebellion, c'est mon numéro 1 de beaucoup de mes jeux. Pour ces sensations incroyables qu'il m'a fait vivre. Voilà. Alors dedans, quand je l'avais, j'y ai joué moi qu'en VO. Et vu que j'ai envie d'y jouer un jour avec mon fils ou avec d'autres gens, j'ai décidé de récupérer une VF avec l'extension aussi, parce qu'ils ont amélioré les combats pour l'extension, je crois. Moi, ça m'avait pas choqué les combats au départ. Et j'ai pas encore joué avec l'extension. Mais n'empêche que Star Wars Rebellion. En plus, là, j'ai un insert pour tout ranger. Vous avez un matos sublime. Hop là. Donc on passe dans le micro. Vous avez un super matos. Vous avez un super plateau. Voilà. Ici, moi, je suis dans un insert. Tout est rangé, prêt à être utilisé. C'est un folded space. Alors, vous avez les petits TIE Fighter. Vous avez tout ce qu'il faut. Si vous êtes fan de Star Wars, au moins de cette première trilogie, et puis de Rogue One, puisque l'extension ajoute les personnages de Rogue One, ce qui me fait un... Alors Rogue One, normalement, il se situe avant Un Nouvel Espoir. Donc il peut être attaché effectivement à la trilogie, à la première trilogie. Si vous aimez Star Wars, je pense et que vous aimez des jeux compétitifs, c'est jouable, pour moi c'est un jeu qui se joue à 1 contre 1. Il est jouable à 4, mais je vois pas trop l'intérêt. À 1 contre 1, c'est vraiment un super jeu. Il est long, hein, c'est un jeu long. Mais si vous avez une grosse soirée à passer, une grosse après-midi, Star Wars Rebellion. Et si vous aimez Star Wars, évidemment, si vous n'aimez pas Star Wars, eh ben, ne le prenez pas. Donc voilà, c'était mon top 21, on va dire. J'ai mis 21 titres. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu. Vous l'avez réclamé, donc vous l'avez eu. Donc, si ça ne vous plaît pas, je ne fais pas grand chose. Et sinon, j'espère que vous suivez toujours la chaîne. Essayez de la partager un petit peu. Qu'on essaye de passer les 2000 abonnés, ce serait pas mal. Je suis à 1700 quelque chose. Ça change rien, j'ai retiré les pubs. Donc, j'ai retiré les pubs. Je ne monétise plus mes pubs, mes vidéos. Donc s'il y a de la pub, c'est pas moi, c'est YouTube. Donc voilà. Avant de vous quitter, il y a 3 jeux dont que j'ai pas mis dans mon top. Et pourtant, ils pourraient y être un jour. Il y a Wild Ascent, il y a une réédition, il y a une V2 qui va sortir. Wild Ascent, c'est un peu comme un Monster Hunter en jeu vidéo, et qui est vraiment pas mal foutu. Les parties sont plutôt rapides, vous avez de la chasse, vous allez chasser du monstre, vous allez récupérer des parties de monstres pour faire des équipements et ainsi de suite. C'est un super jeu. Mais il demande plus de temps, plus d'investissement, et je n'en ai pas donné encore assez. J'en ai fait quelques parties quand même. Mais vu que c'est un jeu avec beaucoup de possibilités, je trouve qu'il faut laisser beaucoup de temps avant que ça devienne quelque chose qui rentre de façon classique dans un top. The Hunters 2114 AD. C'est un jeu super, c'est super épais comme jeu, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un jeu avec des cartes où vous allez trouver de nouveaux lieux, des nouveaux événements, des nouvelles missions, et au début, il y en a plutôt quelques-unes, et d'un coup, ça donne le bordel sur la table, tellement il y a de cartes, il y a de missions, il y a plein de choses à faire, et vous avez en plus de la gestion de ressources, de la gestion de la base, d'équipements à faire. Ça a l'air d'être un jeu super, mais là encore, j'aurais besoin de beaucoup plus de recul, et beaucoup de temps, et d'avoir fait un gros run, comme j'ai pu faire sur Sleeping Gods par exemple, pour l'apprécier pleinement. Donc c'est vraiment un gros jeu sympa. Si vous aimez les jeux un peu post-apo, avec de l'histoire, des quêtes et pas mal de choses à faire, The Hunters 2114, c'est vraiment un jeu très cool. Les mécaniques sont cool, hein. Ça tourne bien. Wild Ascent, c'est pareil, ça marche bien. Alors Wild Ascent, il faut voir un peu plus les facs, parce que parfois tout n'est pas clair dans la règle de jeu. Mais The Hunters, j'ai pas eu de problème, et les deux sont vraiment pas mal. Et enfin, c'est Deep Madness. Alors Deep Madness, j'ai fait qu'une seule partie, j'ai même pas dû aller au bout du scénario, mais tout de suite, ce jeu m'a plu. Mais je l'ai pas mis dans mon top parce que j'ai pas assez joué, j'aurais trouvé ça bête de le mettre dans un top
Alors j'ai pas fait un scénario complet et autres. Mais voilà, le jeu m'a plu, j'ai même fait des intercalaires pour faire les zones d'inondation. Vous êtes dans une base sous-marine, il y a des horreurs, c'est un peu du Cthulhu, et où il y a des horreurs, et puis voilà, vous êtes sous la flotte. J'ai bien aimé la gestion des actions, j'ai bien aimé, enfin, ça m'a bien plu quand j'ai fait ce que j'ai fait. Ils peuvent pas être dans mon top parce que j'y ai pas joué, pourtant c'est des gros jeux que j'ai de côté et qui sont là à attendre que je leur consacre plus de temps. Voilà, je voulais vous signaler en fin de vidéo. Sur ce, à la prochaine, je vais vous souhaiter une bonne année, et puis on se retrouve bientôt. Ciao.